deuxième partie de la matinée. Laurence, si tu veux allumer ta vidéo, on va accueillir Laurence Allard. Le but de cette deuxième partie, c'est présenter des points de vue externes aux communications. Proposé. Alors, Laurence a travaillé sur ces thématiques de la participation de l'amateur depuis plus de 20 ans. Là, aujourd'hui, va nous présenter des travaux plus récents, avec les titres qui fabriquent les citoyens capteurs, qui croisent aussi beaucoup des travaux qui ont fait à Dixen. Peut-être Laurence parlera aussi d'un colloque qui organise depuis plusieurs années. Je te laisse la parole. Alors, pour rappel, les modalités techniques, vous pouvez poser les questions dans les chats et après, je vous donnerai la parole ou je réaliserai les questions. C'est à toi, Laurence. D'accord, merci beaucoup. Donc, on tape sur une grosse demi-heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je mets le minuteur. Merci beaucoup pour cette invitation à ce superbe colloque qui fait un point bienvenue sur ces questions de participation culturelle, notamment en milieu numérique. Alors moi, je vais vous parler justement de l'état actuel du numérique qui s'étend vers le monde physique. Donc, on va un peu parler de ce qu'on appelle la Smart City ou la 5G, les capteurs. Donc, ce sont des plateformes, mais qui veulent s'étendre dans, par exemple, les villes et plateformiser, par exemple, la ville. Donc, voilà. Donc, la conférence est à la croisée entre la participation culturelle sur les plateformes et les réseaux sociaux numériques, mais également la question qu'a soulevée aussi Martha en introduction, c'est la question de la démocratie et de la question de la participation du citoyen dans la production de la science. Donc, je réponds un petit peu aux deux entrées du colloque d'une certaine façon. Donc, je vais vous partager donc ma présentation. Tac. Voilà. Alors, donc, rapidement, je me pousse. Ah là là, ce zoom. Alors, donc, comme l'a dit Martha, ça fait donc quasi 20 ans, hélas, au sens de l'âge que l'on prend, que j'étudie les usages du numérique, à la fois citoyen, créatif, chez les plus jeunes du numérique, C'était les forums de discussion, ensuite ça a été les blogs, ensuite les réseaux sociaux numériques, aujourd'hui les capteurs, et bien sûr évidemment les mobiles, le portable, le smartphone. Et donc très rapidement, en m'intéressant aux forums de discussion notamment de cinéphiles, on pouvait en effet observer que la culture numérique donnait lieu à une culture de l'échange, une culture de la participation en mode lecture, écriture, voilà. Et donc plusieurs travaux ont conduit notamment à ce numéro de 2007 de Médiamorphose, avec ce tournant de ce qu'on a appelé le web 2.0 et ce moment justement de l'avènement des réseaux sociaux numériques et de ce qui allait aussi devenir ce qu'on allait appeler les plateformes, voilà. Donc aujourd'hui, je travaille aussi dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire un contexte assez critique, voire très critique au plan écologique. Donc, je m'intéresse également non seulement à la question de l'extractivisme, par exemple, de la privacy des données personnelles, mais au côté extractivisme au plan matériel. Et donc, avec Alexandre Monin et Nicolas Nova, nous sommes en train donc de copublier une écologie du smartphone qui reprend justement plus ou moins les interventions d'un colloque de l'an passé autour justement des écologies mobiles. Donc ça, c'est un aspect de mon travail que vous pouvez lire. Il y a un autre aspect sur lequel je publie peu, puisqu'il s'agit plutôt de faire, là, pour le coup, qui est la cofondation d'une association de sciences citoyennes qui s'intitule Labo Citoyen
et où il s'agit donc de développer des capteurs environnementaux à faire soi-même. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc à ce titre, j'étais avec mes compagnons, mes nombreux compagnons de route que je remercie, au Carrefour numérique de la Cité des Sciences. Et puis, j'ai à ce titre co-rédigé un rapport à l'ADEME sur justement le lien entre les données individuelles de mesure de pollution et les changements de comportement. Et ça me conduit aujourd'hui à être experte à l'ENSES dans le groupe microcapteurs, où l'on s'intéresse justement au rôle de ces données et de ces mesures issues des microcapteurs, notamment en épidémiologie. Voilà. Donc l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire. Donc aujourd'hui, donc, je vais essayer de traduire un petit peu ce parcours qui mène de l'étude de ce que j'ai appelé le web expressif, justement, qui est marqué par et emblématique de ce qu'on peut appeler cette culture numérique de la participation, au mouvement maker, avec cette idée que finalement la critique que l'on peut opposer, notamment aujourd'hui aux plateformes et à leur extractivisme justement de la donnée, justement à ce monde connecté de plus en plus datavore. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle voie critique dans un contexte d'effondrement anthroposonique et la façon dont justement le mouvement maker peut ou pas y contribuer. Donc c'est vraiment cette idée, voilà, d'une conférence qui est à la croisée entre la culture de la participation numérique à l'heure des plateformes et également dans les pratiques de la science citoyenne. Donc c'est un peu un parcours de recherche qui est en filigrane entre donc des études de la culture numérique et jusqu'à justement cette expérimentation au sein d'une association liée au monde du making et des Fab Labs. Donc il y a toujours eu cette idée que en remixant, en bricolant, en braconnant, il y avait dans les cultures numériques quelque chose d'une tactique d'usage qui permettait notamment chez les plus jeunes de documenter comment le remix, c'est-à-dire le détournement, la réappropriation, permet par exemple d'échapper à des contenus choquants. Donc là, ce sont tous les mèmes autour de coucou qui sont assez intéressants comme tactique de remix pour échapper justement à des contenus qui peuvent être en effet choquants. Mais on peut aussi voir dans GPS Droning, ici, un exemple de façon dont on aurait détourné une application de courses de jogging pour dessiner sur la carte tout un ensemble de personnages, donc ce qu'on appelle un peu le data jamming pour échapper à la datification. Donc ici, on voit comment quand on braconne, quand on remixe, quand on détourne des usages, des fonctionnalités, eh bien, il y a la possibilité d'émettre par la pratique une critique finalement de l'injonction, de la prescription, des scénarios tout faits des objets techniques. L'idée, c'était, dans ce que j'appelle le contrefaire, c'est d'explorer donc un autre monde connecté possible, non pas simplement par la tactique, le détournement, le braconnage, mais par le faire contre. Voilà. Et donc d'essayer d'explorer, alors pas dans le travail universitaire, mais justement dans un cadre plus associatif, d'explorer une pratique qui est réflexive et critique et qui permet aussi de dépasser notre posture discursive ambivalente en tant que chercheur, où l'on va bien sûr essayer de débusquer de l'émancipation dans ce qui restera toujours un rapport d'aliénation, d'essayer de valoriser l'autonomie dans, malgré tout, évidemment, une relation de subordination qui persiste. Et donc, plutôt que de finalement toujours se positionner de façon très équilibriste sur ce fil de crête de l'émancipation, de l'empowerment, de l'encapacitation que peut finalement conférer le numérique, essayer d'exercer un pensée critique par le faire, par le prototypage d'alternatives et d'hypothèses. Donc c'est une façon finalement d'exercer une voie critique au double sens du terme, c'est-à-dire en tant malgré tout
poursuivre la promesse de l'expressivité, du pouvoir dire qu'a peut-être conféré le numérique. Là, on le voit avec tout un ensemble d'événements qui essaient quand même de rendre aveugles les caméras des smartphones, de contrôler plus encore les paroles sur les réseaux sociaux. Donc, on voit qu'il y a une promesse dans le pouvoir dire, de cette expressivité, donc dans sa critique, dans son pouvoir critique, et donc de continuer malgré tout à essayer de l'explorer, de la maintenir vivante, et ensuite, évidemment, de prolonger ce pouvoir dire par un faire critique, et d'en proposer peut-être des alternatives donc à une certaine dérive, un certain renfermement notamment du capitalisme des plateformes. Voilà. Donc, essayer de penser cette voie critique à la fois du côté de l'expressivité et à la fois du côté du faire critique. Donc, ça a amené à conceptualiser cette notion de citoyen-capteur et non pas de capteur-citoyen, puisque le capteur n'est pas citoyen en tant que tel, mais c'est le citoyen capteur qui se fait capteur, qui est le sujet de cette culture de la participation, et donc autour de différents projets. Donc il s'agit de conceptualiser ce que pouvait définir le citoyen capteur, et d'opposer la captologie citoyenne justement à cette montée de la captation des consommateurs, de leur datification, etc. Alors, la captologie citoyenne, c'est cette idée que finalement, quand on observe les usages numériques, notamment les dernières technologies, c'est-à-dire justement le tout connecté, les mégadonnées, développement de la 5G, ce capitalisme de la surveillance, la gouvernementalité algorithmique, etc., eh bien, il s'agit en effet bien sûr, de constater cette extension, mais peut-être, comme je l'ai dit, d'imaginer une technocritique autre, alternative, qui ne soit pas seulement du registre du discursif. Et donc, en clin d'œil au design de l'attention, qui s'appelle la captologie, il a été imaginé cette science citoyenne qui s'appellerait la captologie citoyenne. Donc c'est un peu un clin d'œil, mais ça cherche justement à accompagner la fabrication d'outils de captation environnementale auprès des citoyens, des habitants, et d'acculturer à l'interprétation de mesures de données dans le cas de scénarios sociotechniques dont on reste maître parce qu'il y a une sécurisation au plan de la vie privée. Voilà. Donc c'est l'idée de par cet engagement critique réflexif, de développer un champ de recherche de sciences citoyennes qui se situe donc à la croisée de plusieurs disciplines sociologiques, sociologie des usages, des technologies de communication, et aussi de toute la sociologie des dispositifs de sciences et de démocratie. Le constat, donc non seulement au plan des dernières technologies, des scénarios sociotechniques qui se déploient autour de la Smart City, de la 5G, des algorithmes, etc. Il y a aussi, du point de vue, par exemple, de tout ce qui relève de l'écologie, tout un ensemble de politiques publiques qui vont plutôt thématiser sur la nécessité du changement de comportement. Vous connaissez ça par cœur, c'est ce qu'on appelle vraiment le nudge, l'incitation comportementale. Et toutes ces politiques publiques, comme l'ont bien montré Dominique Pestre et Laura Sementeri, pointent, ces différents textes pointent la dimension aporétique de cette injonction à l'adaptabilité, puisque dans toutes ces politiques, il semble entendu que ce soit les individus qui doivent changer, qui doivent s'adapter face à la pollution, s'adapter face au changement climatique. Et donc là, on reste dans ce registre de l'injonction comportementaliste à une échelle individuelle. Donc il y avait l'idée aussi d'outiller la science citoyenne
pour sortir de cette injonction comportementaliste qui a été faite aux individus dans le monde des politiques publiques, et de voir autour de l'écologie, et de voir comment l'outiller, comment équiper cette sens citoyenne. Donc, contre cette vulgate de l'incitation comportementale, des nudges, des petits gestes, etc., il s'agit ici de s'inspirer de la pragmatique des transformations de Château-Renaud et de Base. Quand ils analysent la sociologie des controverses environnementales, ils cherchent donc à identifier des prises de l'expérience au cœur de milieux ouverts aux acteurs pour de nouveaux espaces possibles. Et donc, il s'agit là de prendre en compte le travail de production de sens qui est accompli par les différents acteurs d'une controverse. Et donc, il s'agit ici maintenant de s'attacher plus à l'appropriabilité sociale, donc dans une logique participative, plutôt que justement à l'acceptabilité individuelle d'un individu nudgé. Donc ici, on s'intéresse plus aux formes d'appropriabilité sociale, par exemple de la mesure environnementale, qui est captée sur le terrain de la vie quotidienne par des habitants citoyens du bien commun qu'est le terrestre. C'est ce que la captologie citoyenne se propose d'expérimenter. Et donc, c'est l'idée d'accompagner des différents habitants, différents participants à des ateliers, à coproduire de la donnée, à co-imaginer des usages sociaux, on verra en tant que données tangibles, sensibles, uniques. Alors, dans la logique du contrefaire, comme une sorte de technocritique transformative, il va s'agir de contribuer donc à fabriquer un autre monde connecté autour notamment des capteurs et des données. Donc cette association fondée en 2012 avec tout un ensemble de projets et de collectifs à remercier. Pourquoi à cette époque-là, il est possible d'imaginer de contrefaire ce monde connecté qui vient et dont on voit aujourd'hui notamment un aspect à travers toute la controverse autour de la 5G, qui est l'infrastructure de la Smart City, notamment avec la promesse du sans latence pour des capteurs, des voitures autonomes, etc. Bien, à l'époque, il y a ce moment où le numérique s'étend dans le monde physique, donc ce qu'on appelle un peu le tournant post-digital, le continuum physique-numérique, qui permet d'une certaine façon, de faire parler des fluides ou faire parler des matériaux, et ce qui n'est pas inintéressant lorsque l'on veut justement mesurer la pollution, mesurer sa consommation électrique, parce qu'à l'époque aussi, il y a des espaces tiers-lieux de la société civile qui se déploient, qui sont les Fab Labs, les tiers-lieux, et puis parce que justement tout ce qui s'était inventé autour du logiciel libre, eh bien, s'étend justement à ce qu'on appelle le hardware, le matériel, et également la donnée, et parce que évidemment là, il est plus que temps d'agir, notamment au plan écologique. Donc, le monde des Fab Labs commence à se structurer autour de ces années, à partir de 2012, 13, 14, 15 en France. Il faut savoir qu'ils ont été initiés bien avant aux États-Unis par leur père fondateur, qui est Neil Gershenfeld, puisqu'à la fin des années 90, on observe l'arrivée des premiers Fab Labs. Surtout, voilà, en 2005, Gershenfeld explique que la prochaine révolution, ce sera donc la fabrication personnelle, l'idée que l'on peut justement numériser d'une certaine façon le monde et réciproquement, c'est-à-dire qu'on peut aussi numériser le monde, mais également faire en sorte que le monde, le numérique se rematérialise avec une hybridation entre numérique et physique, comme on le voit aujourd'hui. Et donc cette idée que tout un ensemble d'outils vont être imaginés dans différents cours de Gershenfeld, comme l'imprimante 3D, qui est un peu le totem du Fab Lab, mais encore d'autres outils équipements et machines qui vont naître dans ces lieux, eh bien voilà, ça permet d'impulser un mouvement qui est le mouvement des Fab Labs, qui constitue des sortes de laboratoires de fabrication collective
dans différents lieux qui sont souvent des lieux de la société civile, ce qu'on appelle justement les tiers-lieux. Et aujourd'hui, donc, vous avez tout un réseau mondial dans lequel une charte permet justement de fédérer les pratiques et de les auto-réguler, avec donc cette importance de la documentation des projets, la documentation, le partage également des projets, des fichiers, etc., pour aboutir justement à un mouvement de fabrication qui n'est pas que personnel, hein, mais qui est plutôt un mouvement de fabrication collective. Donc là, vous avez Gershenfeld là, qui est en train de donner des cours dans le cadre de la Fab Academy, donc, qui permet de se former aux différents outils, aux différents principes des Fab Labs. Ce qui est important aussi de noter, c'est que, surtout aujourd'hui, quand on parle d'upcycling, de surcyclage, c'est que l'ouvrage de Gershenfeld fait suite à une sorte de tour du monde, justement, où il va s'inspirer du Djugad en Inde et toutes les pratiques toutes les cultures de la réparation en Afrique. Donc, c'est un livre qui est aussi inspiré de toutes ces cultures de la réparation et de la recréation qui vont être finalement qui sont venues du Sud et qui vont être finalement importées aux États-Unis et ensuite en Europe. Donc là, vous connaissez, hein, donc c'est toutes les pièces maîtresses. On va s'arrêter sur une des pièces maîtresses, en plus de l'imprimante 3D, de la découpe laser, du Raspberry Pi, sur l'Arduino de 2005, hein, qui est inventé en 2005 par un designer, Massimo Bonzi. Et donc là, c'est un objet assez intéressant, puisqu'il a permis justement de programmer les choses, de leur faire finalement, d'actionner des objets. Et donc c'est un bon exemple de cette hybridation numérique et physique qui intervient à ce moment-là à travers tous ces développements techniques, où il y a aussi le retour de l'électronique. Et puis, par exemple, là, je montre des Fab Labs où il y a du traitement de bois. Donc, il y a tout un ensemble de matériaux qui peuvent être traités, notamment par des machines numériques, mais pas forcément. Mais c'est plutôt cette hybridation qui est intéressante. Et alors, ce mouvement dit maker, ça a été commence à être un peu étudié en termes sociologiques, donc notamment par Michel Lallemand, qui s'était intéressé au premier à un ancien makerspace plutôt, hein, en Californie, et qui a émis cette hypothèse que dans le Fab Lab, il y avait un espèce de bricolage, mais pas seulement de choses, hein, pas seulement un bricolage matériel, mais aussi un bricolage de nouvelles articulations entre soi et autrui, entre les individus et la société, entre l'intime et le public, avec cette idée que c'est peut-être un mouvement par lequel la société se bricole elle-même. Et donc, il y avait notamment cette idée de rebricoler, de refabriquer la division du travail. Donc, il dit les makers contribuent aux mutations actuelles mais leur monde constitue également un excellent révélateur des lignes de recomposition dont ce début de millénaire est le théâtre entre travail, technique et individuation. Donc, il y a cette idée que dans cette histoire du bricolage, du do-it-yourself, il y a des histoires d'alternatives productives qui peuvent être donc aussi qui ouvrent à la possibilité, comme il l'écrit, de bricoler des instruments d'émancipation collective. En tout cas, voilà, ça c'est aussi une promesse qui est proposée dans le milieu des Fab Labs. On a vu récemment, justement pendant la dite première vague de la pandémie, que finalement cette mouvance qui était peu connue ou qui finalement bricolait dans des espaces tiers, mais qui n'étaient pas forcément tout à fait populaires ou parce que pas bien connus, eh bien cette mouvance a connu justement sa reconnaissance à la faveur de la crise sanitaire, puisque dans un moment de pénurie de tout un ensemble de matériaux, eh bien, il y a eu une organisation de différents Fab Labs, de différents acteurs, qui donc par différents
à leurs outils numériques, hein. Ça va être les groupes Facebook, ça va être des Discord avec des chaînes YouTube ou des plateformes ad hoc, vont fédérer, organiser la fabrication à la fois de valves, mais aussi de gel et encore de visières. Enfin, il y avait tout un ensemble hein, d'équipements qui étaient qui ont pu être fabriqués avec notamment surtout de la R&D, c'est-à-dire de tester et ensuite de rectifier les fichiers STL, hein, les fichiers qui permettent de fabriquer, d'imprimer ou de découper numériquement des objets. Et donc il y a eu tout un travail là de R&D sur le terrain qui a pallié donc à parfois le manque d'équipement. Aujourd'hui, il y a cette volonté de poursuivre ce mouvement qui était auto-organisé en essayant de montrer qu'il peut participer à un renouveau industriel autour de ce qu'on appelle donc la fabrication distribuée. Alors, il y a eu quelques mèmes hein, qui ont été échangés pendant la crise première vague et encore aujourd'hui. Et donc ici, c'est un mème qui explique à quel point finalement la pandémie, elle a dû aussi être soignée du côté des soignants par eux-mêmes. Et donc là, c'est un copain qui m'a fabriqué une visière 3D, dit un soignant. Et là, donc, c'est une équipe d'infirmières qui remercie donc Visière Solidaire du Pas-de-Calais. Hein, donc ça, c'était tous ces groupes hein, Facebook qui ont organisé le lien avec des publics très locaux. C'est ça qui était intéressant. C'était vraiment sur le terrain, un hôpital, des supermarchés, tous les personnels qui étaient donc au front, comme on l'a dit à l'époque. Un autre aspect du mouvement des Fab Labs, ce sont tout ce qui est culture de la réparation. Donc, c'est tout ce qui est Repair Café. Et donc, dans les Repair Café, il y a le droit à la réparation qui est en train justement aussi d'être de plus en plus objecté face à l'obsolescence programmée. Il y a toutes ces pratiques qui permettent justement de ce qu'on pourrait dire, comme notre collègue Diego Landivar, de redignifier des objets morts hein, ou qui courent à leur perte et finalement d'initier à ce qu'on appelle donc l'économie circulaire, qu'il ne s'agit pas tant de jeter, mais puisque tous ces objets électroniques et numériques sont quasiment irrecyclables dans leur majeure partie. Alors, ça inspire aussi du côté de l'ADEME des travaux quantitatifs, puisque aujourd'hui, on arrive à mesurer en termes d'émissions de CO2 par exemple, ce que peut provoquer l'allongement de la durée de vie d'un smartphone. Hein. Donc, on l'allonge de 3 ans, vu qu'on change à peu près tous les 2 ans son smartphone, on évite l'émission de 24 kg d'équivalent CO2. Donc, cette culture de la réparation, cette fabrication d'objets en petite série pour des usages locaux, comme ça a été le cas par exemple pendant le Covid, participe à peut-être éviter de ce que José Alloy, qui est professeur de physique à Paris, à Paris Diderot, appelle justement le numérique comme technologie zombie, c'est-à-dire qui de toute façon à moyen et long terme est condamné parce que trop dépendante donc de minerais d'alliage, trop dépendante d'énergie fossile, trop dépendante et trop impactante au niveau environnemental et des impacts à gaz à effet de serre. Donc il y a cette idée voilà que peut-être en développant autour des Repair Café et des Fab Labs d'autres façons de produire et d'utiliser le numérique, il est possible peut-être de ralentir la courbe donc de montée notamment par exemple des températures vers 1,5 et plus. Ce qui donc il y a cette idée qu'on danse dans cette logique du contrefaire, du faire autrement, qui s'expérimente dans ces Fab Labs, dans ces laboratoires de la fabrication personnelle et collective, et également dans les Repair Café. Il s'invente dans ce qu'on peut appeler de la citoyenneté technologique, c'est-à-dire ne pas simplement être un consommateur captif
capter, qui pleure ces données, mais également un citoyen de justement de l'offre technologique et de savoir à la fois les utiliser en tout état de cause, mais aussi avoir la possibilité, à un titre ou à un autre, d'avoir une appropriation un peu plus active et donc de rentrer finalement plus du côté de la fabrication de ces outils numériques que simplement de leur consommation, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a cette idée de faire connaître la possibilité d'une fabrication et d'une maîtrise à la fois des outils et des données à des publics qui en sont peut-être peu conscients ou un peu éloignés au plan tout simplement des savoirs et des savoir-faire. Donc il y avait l'idée dans les différentes expérimentations que nous avons menées et les différentes expériences que nous avons pu vivre de d'aménager notamment de la porosité entre ces espaces que sont les Fab Labs ou les Repair Cafés, avec les lieux de vie des habitants qui peuvent être concernés et être intéressés par ce type d'outillage de capteurs environnementaux autour de la captation de la pollution de l'air qu'ils respirent ou par exemple de leur consommation électrique pour de la sobriété aussi énergétique. Donc il y avait cette idée voilà, d'imaginer ce que pouvait être une civilité, une citoyenneté technologique où l'on s'associerait en tant que citoyen autour de la fabrication des outils dont tout à chacun a besoin. Je vais accélérer et terminer. Donc voilà, ça ce sont des objets que nous avons fabriqués avec les habitants, des capteurs qui permettait donc de mesurer la consommation électrique globale, stocké sur un Raspberry Pi, qui était un petit serveur local qui retransmettait les données sur les écrans de la maison par une prise Ethernet. Voilà, donc on voit que là et donc ça avait été fabriqué ensemble avec les habitants, les mamans, les enfants et puis les étudiants. Voilà. La diversité, la question de l'inclusion, bien sûr, fait partie de la question de la citoyenneté technologique. L'autre point sur lequel je vais terminer, puisqu'on entre dans la problématique des sciences participatives citoyennes, c'est l'idée donc qu'on passe de cette sociologie de la contrefaire sur justement d'une technocritique assez discursive à cette pragmatique du contrefaire. Et donc pour reprendre les travaux de Château-Renaud et Josquin de Base, on essaye de réouvrir un espace de calcul. Et par exemple, l'espace de calcul de la pollution, telle qu'elle est modélisée par les ASCA, c'est un taux global, alors qu'on peut évidemment essayer de réouvrir cet espace de calcul, de le transformer en développant par exemple des mesures que j'ai appelées des mesures situées. Donc on reprend un petit peu le concept de Château-Renaud des bases, disant que la métrologie est toujours sociale, bien sûr, et donc il s'agit là d'ouvrir cet espace de calcul de la mesure située qui permet donc à des habitants de savoir quelle est la teneur en polluants, particules ou dioxyde d'azote, par exemple, de l'air qu'ils respirent. Et ça a également une mesure qui est à la fois située, mais qui peut être subjectivée, puisqu'elle peut être annotée, commentée, on verra ça tout à l'heure. Donc, il y a cette idée qu'en produisant des données de pollution, en les mettant en forme sur différentes modalités, on participe également à donner un petit peu de consistance à ce principe qu'on appelle l'accountability, qui est un principe politique qu'on traduit souvent de redevabilité ou de responsabilité. Donc ça vient il y a une origine sociologique du terme d'accountability, c'est-à-dire c'est l'account, c'est la factualité, mais dans cette dimension morale qui engage finalement à être responsable justement de cette factualité. Donc quand on mesure un fluide invisible, qu'on le rend visible et tangible, par exemple dans la lutte contre la pollution de l'air, on crée de l'accountability parce qu'on ne peut. Il y a une factualité qui nous engage, qui engage toutes les parties prenantes, par exemple d'une controverse entre des riverains et des industries polluantes. Ça ouvre toute la problématique ici de la donnée opposable. Donc ici, on rentre dans ce qu'on appelle la justice environnementale, la question des inégalités environnementales. Et justement, à travers cette mesure située, on permet aux citoyens d'être à la fois veilleurs, lanceurs d'alerte, interprètes de leur propre environnement. Ici, là, ce sont des expérimentations qui ont été menées
à Harlem par Nathalie Jeremienko, qui avait donc transformé soit des robots, soit des petits jouets en les implémentant de capteurs de pollution. Et là, donc, c'est Public Laboratory Lab qui développe des outils très, très, très low cost et low tech de captation environnementale. Et donc, ça, c'est un ballon, un peu comme le fait aujourd'hui Aérocène et Thomas Areno. Voilà. Donc, ici, c'est aussi pour montrer que on est entre la science de rue, la street science, la science citoyenne, qui sont des sciences qui ont une visée plus transformative peut-être que la simple science participative, où il s'agit de faire participer des citoyens à des protocoles scientifiques. Ici, il s'agit de faire en sorte que les citoyens participent même à l'espace de calcul, à sa transformation, et donc complémentent, par exemple, des taux globaux de pollution par des mesures situées, puisque, par exemple, pour tout ce qui relève de la surveillance de l'air, eh bien, de la qualité de l'air, on a affaire à des modèles et non pas des mesures. Et donc là, on produit de la mesure qui n'existe pas par ailleurs. Donc ça permet notamment, ce qui était le cas avec un capteur de NO2 que nous avions fabriqué, de travailler avec des journalistes dans le cadre de ce qu'on appelle le sensor journalisme, donc d'outiller aussi du journalisme lorsqu'ils cherchent à mieux comprendre finalement le discours d'industriels. Ici, c'est dans Cache Investigation et Lucet qui mesure le taux de dioxyde d'azote de la voiture propre sans particules de Citroën, d'accord, dans le Cache Investigation de 2017. Alors, cette idée de la captologie citoyenne, donc développer de la citoyenneté technologique, et donc également fabriquer de la puissance collective de calcul. Il y a cette idée, voilà, que en prolongeant les promesses du pouvoir dire que confèrent justement voilà, tous les dispositifs numériques qui ont existé, prolonger cette promesse, c'est par exemple donner la possibilité de se réapproprier ce type de matériaux qui sont les données, qui sont les mesures, qui sont les données, et que plutôt que voilà, d'être parlé par Big Data et de dénoncer Big Data et ses algorithmes, etc., c'est tout simplement eh bien, produire ces mesures, produire ces données, en rester maître en les conservant chez soi, non pas dans le cloud, mais dans le fog, dans un réseau privé, et donc les utiliser finalement pour dire quelque chose, par exemple de sa consommation électrique. Donc ici, c'est de savoir être attentif à la diversité des sémiotiques, des matériaux par lesquels on va s'exprimer, et de finalement permettre que la donnée, la mesure fasse partie, un peu comme les photographies ou les mots, fassent partie des conversations que l'on peut avoir au sujet notamment de problèmes publics sur la question de la sobriété énergétique, sur la question de la pollution. C'est d'encourager finalement ce que j'appelle une petite donnée conversationnelle, parler la donnée plutôt qu'à d'être parlée. D'où ce tag qui avait été imaginé, qui s'appelle Express Your Watt, pour justement, à partir du moment où les données restent sur un serveur local, qu'elles puissent, sous la forme de capture d'écran, etc., être annotées, commentées, être donc subjectivées, et donner lieu justement à du débat et à de la conversation. Il y a un autre aspect de la façon dont on peut également accroître cette puissance de calcul collective par l'appropriabilité de la donnée, donc soit conversationnelle, soit par ce qu'on appelle la tangibilisation, c'est-à-dire toujours dans cette logique du continuum numérique physique, de cette hybridation, eh bien, de permettre de physicaliser ces données qui restent parfois très abstraites ou qui sont peu compréhensibles pour certains publics, puisque ce sont des graphes, ce sont des concentrations, par exemple, en termes de particules. Donc là, c'est un atelier avec des enfants où il s'agit donc, je sais, les particules sont carrées, ça n'a pas de sens, mais donc de 3 types de particules, PM de 1, de 5 et de 10, pour justement essayer, en fonction des concentrations rencontrées pendant une balade avec un capteur, de se rendre compte
compte de l'épaisseur, de la hauteur, hein, si on empile ces particules en fonction de leur concentration, qu'est-ce que ça donne si on en devait se promener dans une ville qui serait équipée et dotée de tels murs, hein, formés par des particules voilà, physicalisées. Bon, ça, c'est donc des ateliers que l'on peut imaginer pour rendre compte justement de cette mouvance de la data démocratisation qui essaie justement d'acculturer à la donnée, à la façon dont elle peut être fabriquée aussi par soi-même, mais aussi dont elle doit être interprétée par soi-même. Donc ça, ce sont des ateliers lors de des années de résidence à la Cité des Sciences pour monter une captothèque qui s'appelait donc des ateliers de data tangible ou de data créativité, avec notamment Samuel Huron et Philippe Villas-Boas qui sont donc spécialistes justement dans soit le design de la data, soit aussi dans tout ce qui est création numérique. Voilà, et donc ça va dans le sens de cette appropriabilité. Donc c'est l'idée un peu comme le proposait Pasquale dans Black Box Society, par ce contrefaire, de montrer voilà, qu'on peut se réapproprier pour un intérêt général, finalement la puissance de calcul qui est au cœur aussi du numérique et de cette connexion étendue que ce monde des capteurs du tout connecté peut être contrefait dans un souci justement de sobriété à la fois numérique, mais aussi d'appropriabilité citoyenne. Voilà. Je vous remercie et j'ai une bibliographie à disposition pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans les références ou les rapports notamment qui sont en ce moment développés, par exemple à l'ADEME sur ces questions de réparabilité, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup Laurence, c'était exposé très riche et voilà, qui nous ouvre des perspectives différentes par rapport à la première session. Alors j'ouvre aux questions. Alors il y a Sarah, j'ai plusieurs questions, mais je donne d'abord la parole à la salle. Il y a Sarah Labelle qui a une question. Est-ce que Lucas, tu pourrais allumer les microphones de Sarah de manière qu'elle puisse la poser de vive voix? Oui, je fais ça tout de suite. Est-ce que je cesse le partage, non? Oui, peut-être. Ouais. Ou alors peut-être si j'ai des données à présenter, on voit. À vrai dire, Laurence, il faudrait que vous arrêtez le partage pour que je puisse autoriser Sarah à parler, si possible. Voilà. Donc la question est... Alors, arrêtez le partage. Voilà. Pratique, voilà. Ah oui, et juste un tout petit point technique, si les participants, enfin si les intervenantes veulent envoyer leur bibliographie ou leurs documents, comme ça je ferai un dossier partagé à envoyer aux spectateurs. D'accord, parfait, on va faire comme ça, ouais. Alors. Et Sarah peut poser sa question si elle le souhaite. Alors bonjour, merci vraiment pour cette conférence qui brassait plein de choses qui croisent à la fois effectivement des aspects de sociologie, des pratiques et puis un mouvement qui monte en puissance comme et tous vos terrains le montrent très bien. Je me posais un peu, alors c'est vraiment parce que c'est une question que j'ai commencé à travailler un peu avec mes étudiants. Alors moi, je travaille sur les microfolies qui intègrent dans leur dispositif parfois des Fab Labs. Alors plutôt avec une visée culturelle, le dispositif c'est une politique publique culturelle, et en fait on a travaillé donc cette question de la présence d'une culture ingénieure dans les Fab Labs, une propension de cette culture ingénieure et en tension peut-être avec une culture plus de bricolage, d'adaptabilité, etc. Et je voulais un peu, à partir de vos enquêtes et vos terrains, savoir qu'est-ce qu'il en était, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il y a des ingénieurs qui vont encadrer, aider à
à mettre en place des dispositifs de captation qui fonctionnent, ou est-ce que aussi il y a une marge qui est laissée à cette dimension un petit peu d'ajustement du fait des outils qui sont utilisés. Voilà. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci. C'est ma question. Ouais. Non, mais merci. Surtout que voilà, vos terrains aussi sont assez proches, hein, puisque vous avez pas mal travaillé sur les questions des données. Donc, vous connaissez très bien aussi tous ces terrains. Moi, justement, j'ai pas vraiment fait d'études systématiques. Moi, j'ai plutôt fabriqué avec les publics, les responsables, mais aussi les publics, les animateurs de Fab Lab. Et donc, ce que j'avais pu constater, c'est justement l'idée que lorsqu'on est un étudiant ingénieur, ou quand on est un ancien ingénieur ou un technicien, etc., si l'on prend la peine justement d'aller le soir, par exemple, ou le week-end dans ces lieux, c'est justement pour ne pas reproduire c'est à la fois ses fonctions et ses façons de faire de la semaine, par exemple. Donc il y a l'idée que on va là dans ces espaces apprendre à la fois des autres, mais aussi un peu déhiérarchiser. Et donc, notamment, les relations entre ingénieurs et techniciens sont assez intéressantes à observer, puisque il y a, notamment du côté des réparateurs, hein, ou dans les Repair Cafés, des techniciens qui ont été amenés, notamment à la retraite, qui ont été amenés à réparer toute leur vie, et qui là, dans ces espaces de réparation, recréation, parce qu'il s'agit toujours bien sûr de réparer, mais avec ce qu'il est possible de réparer avec les outils que l'on a et les matériaux que l'on a. Donc on est toujours un peu dans la réparation, recréation. Et donc là, il y a un peu il y a de l'ingéniosité, mais il y a aussi un petit peu d'ingénierie qui peut finalement être convoqué. Et donc, on a comme ça une hiérarchisation entre techniciens et ingénieurs, et réciproquement, dans les métiers de l'ingénierie, on n'est pas toujours dans l'ingénierie de production. On peut juste être justement dans du consulting ou dans de la gestion humaine, etc. Et donc là, l'ingénieur qui finalement aimait aussi l'ingénierie par le fait de pouvoir matériellement aussi bricoler ou concevoir des dispositifs, là va retrouver peut-être justement son âme d'étudiant lorsqu'il s'est voué à ses études d'ingénieur. Donc là, il y a justement une plus grande porosité entre techniciens et ingénieurs qui est assez observable. Plus ensuite des formations sur le tas il y a beaucoup de Fab Labs qui travaillent avec des missions locales, notamment, donc de jeunes qui n'ont pas trouvé finalement dans le système scolaire leur voie, et puis qui donc dans ces lieux un peu assez ouverts, où finalement il y a des curieux, il y a tout un ensemble de savoir-faire qui s'échangent de façon plus ou moins informelle, vont pouvoir aussi gagner en compétences, et peut-être ensuite ça peut donner lieu à des formations diplômantes, voire à des qualifications. Donc c'est aussi là où on dit souvent qu'on se répare. On répare les objets, mais on sait très bien que dans les Fab Labs ou dans les Repair Cafés, il y a beaucoup de trajectoires de vie qui se réparent, hein. C'est pas le cas pour tous les lieux de ce type, mais il y a quand même cette idée que c'est pour ça que les Allemands, quand ils parlent la société se bricole, il y a un peu de ça, hein. C'est-à-dire beaucoup d'hommes et de femmes se réparent, alors pour tout un ensemble de raisons, hein, mais donc donc il y a cette prégnance de la culture de l'ingénieur. Finalement, elle est un peu en trompe-l'œil, parce que je pense pas que les ingénieurs vont dans les Fab Labs pour rester ingénieurs. J'essaye peut-être de retrouver des savoir-faire peut-être plus pratiques, et le technicien là monte forcément est un ingénieur parfois qui est
peut-être voilà, qui n'a pas peut-être pu poursuivre finalement la voie, la carrière d'ingénieur pour toutes sortes de raisons liées au système scolaire, à la sélection, à des questions aussi familiales, d'études longues, de choix d'études longues, d'études courtes, hein, tout simplement. Et donc là, il y a aussi un rééquilibrage, on va dire social qui peut à la marge, hein, peut-être intervenir. Bon, il ne s'agit pas de dresser un portrait irénique, hein, de ces espaces, mais au moins de sensibiliser aux possibilités, aux potentiels qu'ils peuvent revêtir, voilà, et savoir justement les prolonger de façon voilà, opportuniste, hein, comme on l'a vu pour dans la phase du Covid, puisque c'était non, là il y avait des matériaux, il y avait des savoir-faire, il y avait des machines, et donc il y a une utilité sociale du Fab Lab qui est enfin voilà, dont certains étaient plus ou moins conscients et informés, mais qui est devenue la vitale pour vraiment des publics très locaux, hein. C'était très intéressant d'observer que c'était vraiment le supermarché du coin qui demandait sur la page Facebook du Fab Lab de la ville le matériel dont ils disposaient, ce qu'ils pourraient faire pour eux, etc. Donc il y a eu vraiment un internet de l'entraide, hein, qui était intéressant, qui est monté à ce moment-là, alors que aujourd'hui on reparle bien sûr de cet internet de la haine, etc. Mais cet internet de l'entraide, il a été extrêmement vivant pendant cette première phase du Covid, et les Fab Labs l'ont quand même architecturé en partie. Merci beaucoup. Merci Laurence. Alors, il y a une question de Nicolas Serret. Entre-temps que Lucas donne la parole à Nicolas, je glisse une question personnelle. Je me demandais comment tu vois la patrimonialisation de ces pratiques des Fab Labs, des makers. En effet, je m'interroge sur ça parce que même si c'est pas mon terrain, j'ai pu faire voilà, des visites, suivre des activités. J'ai pu observer parfois un refus de la documentation, d'une documentation numérique ou des pratiques de documentarisation numérique, par exemple avec des notices papier, des machines, avec des passage des compétences par contre physique, qu'évidemment c'est la caractéristique de ces lieux-là, mais qui pourrait voilà, poser des problèmes dans le futur, des patrimonialisations de ces pratiques. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ces points-là. Oui, ça c'est intéressant. Bon, on est sur des pratiques qui sont la plupart du temps bénévoles, hein, donc la documentation, c'est un peu comme la culture de la donnée. La culture de la documentation, elle n'est pas innée. Donc c'est vrai que ceux qui vont prendre le temps de documenter un projet, eh bien doivent d'abord peut-être l'apprendre, et ensuite en effet trouver le temps de documenter, d'écrire, de télécharger les fichiers, voilà. Donc c'est quasiment une tâche en plus de toutes les tâches qui sont qu'on va rencontrer, qui peuvent être exercées dans un Fab Lab. Donc ici c'est un point assez crucial. Je pense que c'est pas du tout, c'est-à-dire c'est plutôt lié à, je pense souvent à un manque de temps, un manque de peut-être de compétences sur cette question de la documentation. On le dit tout le temps, la documentation c'est crucial, hein, parce que ça permet je sais plus, je crois que c'est Johan Duriot qui dit qu'un tiers-lieu documenté ne meurt jamais, ça devient commun, et il est tout à fait possible, à la fois dans les matériaux, dans les projets qui ont été menés, de le refaire, hein, puisqu'il y a cette idée que comme la RepRap, la pièce, l'imprimante 3D qui s'auto-réplique, il y a l'idée que un bon Fab Lab ou un bon tiers-lieu devrait pouvoir justement s'auto-répliquer de par sa documentation. Et donc là, voilà, c'est vrai que c'est un point critique, et il y a voilà, il y a certains Fab Labs, je pense que le Fab Lab de Fab Lab SU
sur le campus Jussieu demande justement, quand c'est pas mal un public d'étudiants, demande que tous les projets soient documentés sur le wiki. Donc ça fait partie de l'activité. Bon là, tu as un public un peu captif, ce sont des étudiants et donc ils viennent peut-être là un peu en plus, mais souvent en lien avec leur projet d'étudiant. Donc l'aspect documentation n'est pas si problématique pour eux, mais pour des publics, qui viennent là peut-être de façon moins régulière ou en curieux ou voilà, la tâche de la documentation est parfois un peu rébarbative, preneuse de temps et assez peu, pas forcément maîtrisée. Donc là, il y a un enjeu en effet à développer. Il faut des ateliers de documentation, par exemple à la Cité des Sciences, les ateliers de documentation n'étaient pas si évidents enfin, je crois qu'on n'en a pas proposé complètement sur notre projet, on a proposé une documentation vidéo. Donc, on a fait appel à Benoît Labourdette puisqu'on prend beaucoup de photos, de vidéos dans le cadre de tous ces ateliers. Donc, c'est une façon de documenter graphiquement, visuellement. Et donc, il y avait l'idée de qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme type de montage ou d'objet audiovisuel qui était un objet documentant autour de tout ce matériau que chacun, avec son petit téléphone, ne cesse de produire dans le cadre de ces ateliers. Voilà, donc c'était une documentation visuelle. On a tenté, quoi. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Nicolas pour la dernière question. Et après, on clôture la session. Vas-y, Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Bravo, cher docteur. Merci beaucoup. J'ai effectivement un peu parlé du fer, mais merci beaucoup aussi pour cette conférence très optimiste. Je me demandais par rapport à cette introduction où on remarquait un peu ce registre de la tactique, ce registre du détournement, du braconnage, du bricolage. Est-ce que le contrefaire que tu décris reste dans ce registre ou est-ce qu'il arrive à en sortir et est-ce qu'il arrive à accéder à une dimension stratégique et dans ce cas-là, à quel moment? Voilà, puisqu'il y avait quand même cet enjeu, il y a cet enjeu de l'anthropocène, on a nous aussi tous une courbe à infléchir et je voulais savoir si ce contrefaire en fait a participé en fait à une stratégie globale pour infléchir cette courbe. Oui, voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai introduit les tactiques de braconnage, de détournement. Donc le braconnage, c'est une référence à Michel de Certeau et la distinction tactique-stratégie est aussi inspirée de son travail. Donc on a longtemps en effet imaginé, par exemple dans tout ce qui était activisme, altermondialisme, activisme de la performance des années 2000, on a longtemps imaginé que le média tactique permettrait justement à la fois politiquement et technologiquement de porter, de matérialiser l'alternative. Or, avec l'extension justement de la plateformisation et de ce capitalisme, de la surveillance de cette voie techno-progressiste qui a les moyens financiers de développer son projet de société, il est difficile et qui nous accélère la trajectoire d'effondrement anthropocénique. Il est difficile, je pense, d'en rester en effet à la tactique. Et donc, il y a cette idée, en effet, de penser plus stratégiquement dans un moment où il est encore, peut-être encore temps. Ayant travaillé sur les terrains des effondristes, ils ne te diront pas, ils n'auront pas vraiment cette ouverture possible. Donc, mais voilà. Et donc voilà, en effet, ça participe de tout ce qu'on peut imaginer en termes de programmes. Alors là, sur le volet technique, mais il y a d'autres programmes. Moi, je pense, je travaille pas mal en ce moment justement avec Alexandre Monin et puis il y a José Allois, Diego Landivard. Ça, ce sont des
des collègues voilà, avec qui j'étais amenée à collaborer, soit pour le colloque, soit pour la publication, soit sans d'autres cadres, et qui ont sur cette stratégie de la redirection écologique. Donc, dans lequel, justement, je pense que la partie technologique est importante. Et donc, on peut imaginer, en effet, que tout ce qui va être culture de la durabilité, droit à la réparation, création, et donc aussi contrefaire, peuvent être des éléments qui vont permettre sur ce volet technique, on va dire, technologique, hein, c'est-à-dire à la fois les discours, les pratiques, les hypothèses, etc., vont peut-être permettre en effet d'accompagner ou de faire partie de ce programme de redirection écologique. Donc je le vois en effet comme relevant de la stratégie, et je suis pas pour l'idée que c'est forcément la qualification de low-tech pour globalement essayer de désigner ces différents types d'expérimentation, paraît finalement un peu dommageable, parce qu'on reste dans ce dispositif de catégorisation très asymétrique entre le high et le low tech, et c'est un peu pour cette raison que j'avais abandonné le dispositif amateur professionnel pour parler du numérique, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de professionnels du numérique, c'était les internautes qui s'exprimaient. Et là de même, voilà, tout ce qui s'invente dans ce contrefaire ou dans les cultures de réparation création demande autant de savoir-faire. On parlait des cultures de l'ingénieur, mais il y a beaucoup d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs aujourd'hui qui vont tout à fait œuvrer dans cette voie de la redirection écologique. Ça demande ça mobilise tout autant leur savoir-faire, hein, au plan voilà, et leur savoir-faire et leur savoir en tout genre, que de travailler dans la voie high-tech, hein. Donc c'est dommageable, voilà, de continuer à penser qu'il y aurait comme ça des hautes technologies et des basses technologies, et que forcément la redirection et la stratégie, ce serait forcément dans le low-tech. Et au contraire, là, il faut imaginer de créer tout un milieu, puisque les compétences sont les mêmes, hein. Il y a vraiment un continuum, notamment dans les cultures ingénieurs. Ce sont les mêmes compétences dont on a besoin pour faire autrement, donc contrefaire finalement ce qui a été développé pour l'instant en technologie. Mais je l'appellerai pas une stratégie du low-tech. C'est pour ça que j'appelle ça du contrefaire. Il faut, avec les mêmes compétences, avec les mêmes acteurs, il faut faire tout autrement. Donc, tout contrefaire. Merci beaucoup. Merci Laurence, merci aussi à tous les intervenants de la matinée. On va clôturer cette session maintenant. On se retrouve à 14h. C'est dommage qu'on ne peut pas échanger autour du repas, mais voilà. Ah oui. De toute façon, voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Et pour rappel, c'est un nouveau lien qu'il faut réouvrir à 14h. Merci encore Laurence. Merci.